Je ne sais pas vous, mais j'adore déguster un bon verre de vin blanc sur ma terrasse. Le soleil réchauffant mon visage, accompagné d'un repas savoureux. Le choix d'un vin, c'est crucial, car chaque bouteille raconte une histoire unique et chaque gorgée dévoile des secrets bien gardés. Dans cet épisode, nous plongeons dans le monde captivant des sommeliers, où passion et expertise se conjuguent pour offrir des expériences gustatives inoubliables. Aujourd'hui, nous accueillons Anouk, qui nous dévoilera les coulisses de ce métier raffiné, où chaque dégustation devient un voyage sensoriel. Bienvenue Anouk. Bonjour Roxane, je ne suis pas habituée aux interviews, donc j'espère que je vais assumer Assurée surtout. et assurer. Oui. En tout cas, merci infiniment d'avoir dit oui pour qu'on discute de ça ensemble, de ton métier. Depuis 6 ans que tu es ici dans ce magnifique restaurant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce que c'est le métier de sommelière? Alors le métier de sommelière, c'est être ambassadrice de vin de qualité, de vin qui me plaît. Il y a le côté accord mets et vin qui est important. Essayer aussi de comprendre le client par rapport à ses goûts. Il y a d'abord le point le plus crucial pour moi, c'est le service, c'est d'être à l'écoute et de comprendre le client, sa demande. Et puis après, de fouiller dans ma mémoire olfactive, tiens, quelle région, quel type de cépage, etc. Quand j'aborde un client et qu'il a la carte des vins en main, généralement le client est un peu perdu et il me dit écoutez, je vous écoute, qu'est-ce que vous me conseillez? Ma première question, c'est généralement on va sur du blanc, sur du rouge, et puis qu'est-ce que vous avez l'habitude de boire? Parce qu'un palais n'est pas l'autre. On a des clients, on touche une clientèle jeune, moyennement jeune, un peu plus vieille. Donc le vocabulaire n'est pas le même, et moi j'essaie de retranscrire, de traduire un peu ce vocabulaire-là et de leur trouver le vin qui convient par rapport. Je privilégie d'abord le goût du client, et puis après l'accord mets et vin. Sauf si le client me dit complètement vous avez carte blanche, Ah ouais. et je vous fais confiance, et on axe vraiment tout sur l'accord mets et vin. Parce qu'il y a des gens qui sont encore à dire je ne bois que du Bordeaux, je ne bois que du Bourgogne, je ne bois que des vins blancs Chardonnay, etc. Et alors sur les Chardonnays, on va prendre que la région de la Bourgogne. Ben, un Chardonnay chablisien, un Chardonnay de Meursault, un Chardonnay de Mâcon reflètent tout à fait 3 arômes, 3 textures très différentes. Ok. Donc moi j'aime bien écouter d'abord leur goût, et puis après trouver un terrain d'entente par rapport à leur goût, etc. Et ça, c'est mon métier de sommelière, où on travaille sur les appellations, sur une histoire de cépage, de vinification. Il y a le charme du millésime. Et puis après, il y a la garde du vin, où je dois me projeter dans le vin, à savoir comment le vin a vieilli. Ok. Et c'est quoi ton parcours professionnel pour en arriver là aujourd'hui, à être sommelière? Et qu'est-ce qui t'a passionné en fait pour te lancer là-dedans? Alors, j'adore manger et boire. Et je suis arrivée à l'âge d'1 an et demi ici en Belgique. Je suis adoptée et j'ai atterri dans une famille qui adore la cuisine, qui adore le vin. Je suis souvent partie en vacances avec mes grands-parents. Mon grand-père apportait des vins d'Alsace et ma grand-mère est alsacienne. Donc on tombait souvent au moment des vendanges. Les enfants des vignerons avaient le même âge que nous, donc on jouait dans les cuves. Et cette ambiance conviviale et ce goût de vin, parce qu'en Alsace, ils initient les enfants très jeunes, le verre de Gewürztraminer, la limonade blanche, etc. Croquer dans le raisin, mettre le gobelet en dessous du pressoir, ça fait partie de mes souvenirs de vacances. C'est une belle culture, quoi. Oui, c'est super chouette. Donc, et j'ai toujours voulu faire un métier qui touchait en tout cas aux arômes, aux textures, à la gastronomie, au moment de convivialité, parce que j'aime ça en fait. J'aime faire plaisir aux gens. C'est super chouette quand on a un échange client où on est vraiment sur la même longueur d'onde et on arrive vraiment à faire plaisir. Et il y a le côté humain aussi qui t'attire, quoi. Oui, mais c'est surtout ça, le métier de sommelier. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. C'est d'abord être au service des gens. Et puis, je
pense qu'il faut éviter le côté trop théorique sur les gens. C'est vraiment d'aller à l'essentiel et d'essayer de les comprendre, et les accompagner tout le long d'un repas, de les guider par rapport à leur goût et de participer à ce moment qui est important. Quand on va au restaurant, allez, généralement, c'est pour un anniversaire, c'est pour fêter une réussite, etc. C'est un moment qui est important. Et j'aime bien ces moments-là. Génial. C'est un beau métier. J'ai vu aussi, du coup, pendant mes recherches, que tu avais participé, et c'est principalement grâce à ça que j'ai pu te contacter, que tu avais participé au Sommelier of the Year, depuis la région de Namur, évidemment. Pourquoi tu as choisi de faire ce concours-là? Alors, le concours de sommelier de l'année, c'est un concours d'abord où ce sont les clients qui votent pour les sommeliers. C'est d'abord une question de vote. Donc, entre guillemets, je n'ai pas choisi. C'est les clients qui ont choisi parmi leurs sommeliers préférés. Et du coup, j'ai été en finale pour faire les épreuves. L'épreuve, c'était une assiette de fromage avec, si je me souviens bien, 14 vins, tout confondu, avec 7 verres de vin de formats différents. On avait un quart d'heure pour choisir le bon vin en accord avec l'assiette de fromage. On pouvait en choisir qu'un et choisir le bon verre pour le concours. Alors ça se passe très vite, hein. Un quart d'heure, ça se passe très vite. Et puis on avait 5 minutes pour défendre notre accord mets et vin et pour argumenter le choix du vin et le choix du verre aussi. Les perceptions aromatiques se jouent très fort sur la vaisselle, sur dans les verres très classiques, vous avez les verres Bourgogne qui sont très en forme ballon parce que les pinots noirs sont très aériens. Les verres Bordeaux qui sont plutôt en tulipe, un peu plus refermés parce qu'on a une trame plus tannique avec une densité de bouche plus importante, plus onctueux, plus concentrée. Les verres alsaciens sont un peu plus courts. Et maintenant, à l'heure actuelle, on a vraiment un panel de verres qui est extraordinaire. Si on voit toute la boutique de verres, par exemple, pour ne pas citer de marque, Lehmann, ils nous en proposent plus de 50 différents. Et Riedel, c'est fou. Et on a encore fait le jeu ici, j'étais au Champagne Salon. On nous a servi le même champagne dans 2 verres différents. On avait une perception aromatique et gustative différente. On sentait un côté un peu plus réduit sur les nez, sur la coupe, qu'un verre droit, on avait une perception beaucoup plus nette, beaucoup plus limpide. Et sur les textures de bouche, sur le verre droit, on avait un côté beaucoup plus vineux. Donc on avait l'impression que le champagne était plus dosé, alors que sur la coupe, on avait vraiment cet aspect très crayeux. Donc c'est très perturbant parce que du coup, la bibliothèque olfactive qu'on se fait, moi je voyage toujours avec mon verre de vin quand je vais déguster quelque part, comme ça j'ai toujours les mêmes textures et les mêmes arômes, et j'ai qu'une seule bibliothèque olfactive et je me réfère à ce verre-là. Et comment tu fais pour avoir justement toute cette bibliothèque olfactive à travers le temps? C'est plus au niveau des expériences, à force de goûter, à force de tester plein de choses, ou vraiment c'est hyper théorique et juste tu reflètes la théorie, quoi? C'est une très bonne question. Moi, ma mémoire olfactive fonctionne généralement avec un moment d'émotion, avec un accord mets et vin, avec des rencontres de vignerons, avec un souvenir de paysage. Et je n'ai jamais eu la sensation de devoir étudier mon métier. Ça vient tout seul, en fait. C'est vrai qu'à l'école hôtelière, d'abord, on nous apprend à étudier toutes les appellations, tous les cépages, tous les terroirs, la vinification en blanc, la vinification en rouge, etc. Ça, c'est obligatoire. C'est la base. Là, on est obligé de retenir par cœur, parce que à l'école hôtelière, on voit surtout nos livres qui sont ouverts. Et puis après, quand on a tout enregistré ça, j'ai eu l'occasion de faire les vendanges dans les 4 coins de la France, de visiter l'Espagne à ces 4 coins, de faire des voyages en Grèce, etc. Et tout ça, en fait, le côté aromatique, etc., olfactif, texture, ça vient tout seul, de par les rencontres, les paysages, etc. Ça s'inscrit automatiquement, sans faire d'effort dans ma tête. Et donc toi, tu as fait l'école hôtelière? École hôtelière à Namur, à la Citadelle. Puis après, j'ai fait une mention complémentaire sommellerie à Metz.
j'ai décidé de travailler dans des chouettes établissements un peu en France, Strasbourg, puis je suis revenue en Belgique. J'ai fait l'eau vive pendant presque 4 ans en tant que sommelière. Et puis je suis repartie à Bordeaux faire l'université pour avoir justement l'aspect plus biochimique du vin. Parce que le vin, il ne faut pas oublier, c'est de la biochimie, ce n'est pas que des histoires, que de la poésie. Il y a surtout le sommelier qui a une perception du vin qui va la partager aux clients. Mais moi, j'avais aussi envie de comprendre pourquoi certains arômes se retrouvent aussi bien dans les Côtes-du-Rhône que dans le sud de la France. Il y a des explications de vignerons, il y a des explications de terroirs, mais il y a aussi maintenant une part, allez, à un bon tiers, je trouve, en biochimie. On va parler d'acidité sur des millésimes qui sont frais, mais voilà, l'acide tartrique, maintenant, je sais le percevoir. La dégustation à l'aveugle, je sais le reconnaître. Les arômes qui sont formés par des levures, le choix du vigneron de piloter les fermentations, ben, il a le choix soit de prendre des levures sélectionnées qui vont travailler très vite, et ces levures-là, généralement, on les retrouve dans des vins de grande distribution. C'est des levures qui travaillent très vite et qui vont faire des arômes un peu d'ananas, de bonbons Haribo, le côté un peu sugus, bonbons sugus à l'ananas, les bonbons verts. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est ma perception et c'est généralement dans tous les vins blancs qui sont jeunes, avec ces levures sélectionnées-là, on peut les retrouver aussi bien dans le sud de la France qu'aux États-Unis, en Alsace, en Bourgogne, n'importe où. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est généralement patienter un maximum de temps. Après 4 ou 5 ans de mise en bouteille, ces arômes-là s'effacent et laissent place aux arômes de terroir. Là, on voit vraiment quel type de levure, quel chemin le vigneron a emprunté. Et ça, je le sais grâce à mes études à Bordeaux, plus en biochimie. Ok, incroyable. Donc, vraiment, on lit pas seulement le côté expérience, il y a vraiment le côté chimie en plus de ça, et enfin biochimie plutôt. Et moi, je ne savais pas du tout ça, par contre. Genre, ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprends aujourd'hui. C'est très intéressant. Et c'est important aussi de sensibiliser les gens à ce niveau-là aussi, de ne pas juste réduire, on va dire, le vin à c'est du raisin et ça s'arrête là. On peut ouvrir une bouteille avec une étiquette et se projeter et avoir déjà le goût du vin. Donc là, on est conditionné, mais ce qui est important aussi, c'est la patte du vigneron. Quand on me dit j'aimerais bien un chardonnay, par exemple, c'est très vague pour moi. Ok, j'aimerais bien aller en Bourgogne. Ok, sur quel millésime? Et tel vigneron va travailler beaucoup plus sec, tel vigneron va travailler un peu plus gras, plus tendu. Il y a des vignerons qui vendangent très tardivement et qui vinifient sec, c'est leur style. Et chaque maison a sa patte derrière sa signature. Et c'est ce qui crée des vins complètement singuliers et des grands vins. Quand on parle d'un grand vin, on me dit c'est quoi un grand vin? Pour moi, c'est d'abord un vin qui représente son terroir, qui est bien identitaire, qui a vraiment ce côté singulier et typicité, c'est important, et qui est justement, qui n'a pas tous ces arômes qu'on peut recopier, ces arômes de sugus, d'ananas, etc. Pour moi, si on peut recopier un arôme, quelle que soit la région, etc., ça gomme le côté identitaire. Et il faut avoir des vins uniques. Et des vins qui ne fatiguent pas. Et le troisième facteur, c'est le potentiel de garde dans le temps. Ça fait partie des grands vins, ça. Généralement, un vin qui peut vieillir, c'est un vin qui est cher. Ça va toujours en corrélation dans la tête des gens. Alors, ce vin-là, il faut le laisser vieillir. Justement, il faut éviter de l'ouvrir trop tôt. Et quand on arrive à ouvrir le vin au bon moment, dans cette bonne fenêtre de dégustation, c'est formidable. Là, on a vraiment la patte du vigneron, le côté bien identitaire, bien typique. On a un beau relief du terroir et du millésime. Et après, c'est juste incroyable de pouvoir proposer ça aussi aux autres, aux gens, de montrer à quel point c'est quelque chose de délicat, d'authentique,
Et je pense que c'est ça aussi qui plaît plus aux sommeliers aussi, c'est de montrer quelque chose de vrai, quoi. D'aller chercher des vins vraiment singuliers, c'est important. Parce que sinon, je pense que les personnes, les clients ou les invités pourraient prendre eux-mêmes des vins en grande distribution, etc. Et c'est le rôle du sommelier aussi de les emmener, d'ouvrir des portes et de les emmener, leur faire connaître ça et de leur communiquer, suivant bien entendu leur demande. Oui, c'est ça. J'ai lu aussi que dans Le Soir, tu disais que tu dégustais tous les vins des fournisseurs le matin pour les sélectionner pour le menu en fonction, comme tu disais, mets et vins, que tu associes en fonction de ce que les fournisseurs t'apportent. Mais comment tu fais pour savoir quel vin va avec quel plat? Est-ce que tu as du coup goûté tous les plats, tous les vins? Oui, je fais un super métier. Oui, vraiment, surtout pour quelqu'un qui aime la gastronomie. J'adore parce que j'adore goûter les plats, j'adore goûter les sauces. J'adore. Ici, j'ai le chef du comptoir de l'eau vive, c'est Corentin Lenoir, et on est très amis. Et on va souvent au restaurant ensemble. On déguste et on discute beaucoup. Donc chaque fois, il me dit Nounouk, le prochain plat, ça va être ça. Donc aujourd'hui, on a fait un test avec des coques de l'anguille fumée, un bouillon miso, etc. Donc je sais que ce plat-là va être la semaine prochaine à la carte ou dans 10 jours. Demain, j'ai une dégustation vin et j'ai déjà quelques carnets de dégustation, une collection qui est des carnets qui sont bien remplis de mes dégustations, et je vais chercher dans ma mémoire ou dans les prochains vins que je vais déguster le vin qui pourrait bien aller avec. On peut faire un accord mets et vin en accompagnement du plat ou venir compléter entre guillemets le plat. Je vais vous donner un exemple, par exemple le saumon fumé. De manière automatique, on mettrait du citron pour accompagner le saumon parce que c'est un poisson qui est gras. Le vin, je vais aller chercher de manière classique un sauvignon, travailler sur la vivacité, la fraîcheur, le côté vif, frais, citronné, pour accompagner un poisson qui est plutôt gras. On va créer un équilibre comme ça. On va venir un peu compléter les choses. Le meilleur accord mets vin, bien entendu, c'est de joindre, d'accompagner sur les textures et sur les arômes. Ça, c'est génial. C'est le top, quoi. C'est le top. C'est quoi tes cépages préférés à toi? Alors, dans les grands vins, cépages qui m'ont donné des émotions, il y a le chardonnay en Bourgogne et les grands cabernets de Bordeaux. En Chardonnay, Bourgogne, on retrouve en fait beaucoup de vignerons, de familles vigneronnes qui gardent ce style, cette patte, et qui arrivent à mettre en avant le terroir. La Bourgogne, c'est la région où c'est le plus segmenté, vraiment d'un pied de vigne à l'autre, de l'autre côté de la route, on a tout à fait un autre goût. Et je trouve que dans cette région-là, on arrive à faire des vins vraiment à représenter le terroir. Et c'était la Aloubise Leroy sur un 2010, c'était un Meursault Goutte d'Or, et on pourrait le reconnaître parmi 1000, ce vin. C'est vrai. C'est une très grande vigneronne et ça m'a complètement scotché. Il y a des vins qui donnent des émotions, des grands frissons. On a une belle envolée dans le verre et c'est formidable. Et est-ce qu'il y a des vins en fonction des saisons? Oui, par rapport à la cuisine, puisque la cuisine est faite en fonction des saisons. Donc oui, les vins sont rythmés par rapport à la cuisine. Si on parle de vin de saison, oui. Et par rapport à la météo. On a plus envie de vin rouge généralement en hiver et de vin blanc ou de rosé plus frais, plus travailler sur l'acidité quand il fait chaud. On voit souvent des spécialistes de vin qui vont analyser en profondeur, ils parlent de la robe, la profondeur, du disque, mais comment on peut reconnaître à l'œil nu un bon vin? Alors, il y a les 3 étapes dans la dégustation, c'est le visuel, l'olfactif et le gustatif. Le visuel nous renseigne beaucoup déjà sur la provenance et l'âge d'un vin. Je vais prendre un vin rouge et je vais être très simpliste
pour ceux qui m'écoutent et qui ont un peu de connaissances en vin, mais si on divise la France en deux et que on simplifie les choses, le pinot noir est planté sur le nord parce qu'il n'a pas besoin de trop d'ensoleillement et donne des vins plutôt clairs. Ok. Dans le sud, on a des grenaches, des syrahs, des carignans, des mourvèdres, et ce sont des cépages à peau plus épaisse qui ont besoin beaucoup plus de soleil pour mûrir, et ce sont des cépages plus riches en tanins. Donc, rien qu'à l'intensité de la couleur de la robe du vin, on peut déjà se diriger sur un vin du nord ou du sud. C'est très simpliste, on est d'accord. Et puis, il y a la deuxième chose pour voir si un vin est sain. En tout cas, ça comptait pendant mes études, et pour moi, ça compte toujours. C'est la limpidité de la robe et la brillance du disque. C'est important. Maintenant, on voit de plus en plus de vins nature, des vins orange, de plus en plus des robes qui sont voilées, qui sont troubles, des disques qui manquent de scintillance. Et moi, j'accompagne pas trop ces vins-là. Voilà. Mais pour moi, donc un vin qui est sain, c'est que ça a de la limpidité, de la brillance, que ce soit bien cristallin. Le côté visuel, on va regarder l'épaisseur du disque et un peu les larmes pour voir si ça a une corrélation directe avec l'alcool. Qui dit alcool dit soleil. Donc, si on a un disque plutôt fin et en plus une robe qui est plutôt claire, on peut aller à 80% se diriger vers le nord, alors que si on a un disque épais et un vin qui est vraiment sur une couleur cerise noire, foncée et assez dense, on peut se diriger dans le sud. Voilà, ça influence déjà notre enquête par rapport à une dégustation à l'aveugle. Après, il y a le côté olfactif, où on va voir trier sur le côté fruits frais ou fruits confiturés sur le vin. Ici, j'ai des gamets très jeunes. On va avoir un nez vraiment de fruits rouges très frais. On va avoir ce côté très groseille, très framboise, très rhubarbe, qui sont très plaisants. Sur un vin un peu plus du sud, on va avoir des notes beaucoup plus confiturées. Je vais prendre la grenache et le merlot, qui sont vraiment le stéréotype des arômes de fraises de confiture. Vraiment, ce pot de confiture qu'on ouvre materne, on a vraiment ces arômes-là. Et donc, on se dirigerait plus dans le sud. Je me pose souvent la question de comment les gens ils font des erreurs aussi au niveau du choix du vin ou comment on sert le vin. C'est quoi les plus grandes erreurs? Une question de communication. Quelque chose que j'apprécie dans le service du vin, c'est la température du vin. Il y a une erreur qu'on peut faire, c'est le choix de la carafe. Une carafe assez évasée pour aérer le vin, ça c'est important. Pour les jeunes vins, ça va donner une plus belle intensité aromatique. On va développer les molécules. Et le deuxième choix de la carafe, c'est une carafe qui est très étroite, où là on va mettre des vins plus vieux ou qui ont besoin d'être décantés. Généralement, les monsieur et madame tout le monde n'ont qu'une seule carafe à la maison. C'est des carafes qui sont très évasées. Alors ils sortent un vieux vin de leur cave et qu'est-ce qui se passe? Ils oxydent le vin. Mettre un vin dans une carafe très large, c'est de le mettre en contact avec une surface d'air très importante. Et un vieux vin, c'est justement le protéger un maximum de l'oxydation. Donc, c'est une erreur souvent que j'entends. Et souvent, quand on m'invite, ils sortent la très belle carafe et le vieux vin. Et je leur dis, non, finalement, vous savez, on va simplement l'ouvrir, le redresser gentiment, on va laisser déposer la lie au fond, on va servir tout doucement dans le verre. Parce que le vin est très sensible à l'oxydation quand il est vieux. Par contre, quand il est jeune, ça lui fait du bien, quand même, l'aération. J'ai un petit jeu pour toi, justement. Tu vas devoir, ça s'appelle Maisie du vin. J'ai voulu un peu jouer sur le thème du vin. Je vais te proposer plusieurs plats desserts. Et alors toi, le but, ça va être de réassocier un vin à ça. Et expliquer pourquoi tu l'associerais comme ça. Ça marche? Ça marche. Alors le premier, c'est un dessert au chocolat. Qu'importe le dessert, mais c'est au chocolat. Chocolat noir ou chocolat blanc? Chocolat noir. Chocolat noir. En grand classique, on irait sur un Rivesalt ou un Maury.
On est sur un vin doux naturel qui comporte un peu de sucre résiduel qu'on sert frais. Et au niveau aromatique, on va vraiment sur ces notes de chocolat noir torréfié. On a ce côté cerise noire très mûr. On a l'impression d'avoir ce côté un peu mon chéri. Vous voyez, les pralines mon chéri. Oui, oui, oui. Ça se marie à merveille avec le chocolat. Et en deuxième option, pour les gens qui aiment découvrir, moi, j'aime beaucoup les merlots de Bordeaux qui sont secs, parce que de plus en plus les gens demandent des vins secs sur les desserts. On fuit de plus en plus le sucre. Ah ben, j'aime bien marier un merlot avec un élevage en barrique sur les chocolats. Le merlot a ce côté fraise confiturée, a plus de rondeur. Avec l'accompagnement en barrique du merlot, on a ce côté vanille dessus. Et tout ça se met à merveille sur le côté chocolat. Un poisson grillé. Poisson grillé, moi, ça me rappelle mes vendanges en Grèce. J'ai envie de mettre un Assyrtiko de l'île de Santorin. C'est un vin blanc sec sur des vignes de 100 ans d'âge qui se décline plutôt sur un joli gras. Le gras est rythmé d'amer. On a vraiment ce côté très crayeux sur les bouches. Et une belle salinité, c'est accompagné de notes vives de citron dessus. Un risotto aux champignons crémeux. Ça, j'ai envie d'aller dans le Jura. Pour ceux qui m'écoutent, ils vont dire ah, c'est classique. Mais rien de tel que risotto, champignons. J'imagine qu'il y a du parmesan. On va aller sur un vin blanc sec au goût de champignons. On a vraiment ces arômes de champignons frais sur les vins du Jura. J'ai envie d'aller sur un savagnin qui a ce côté noix, ces notes un peu de curry, qui a une belle acidité pour contrebalancer le côté crémeux du risotto et qui accompagne à merveille en plus les pâtes dures, le parmesan. Un plateau de fromage. Un plateau de fromage. Alors, si on doit choisir qu'un seul vin, moi pour le moment, mon cœur va sur les madères. Parce que le madère en medium sweet, avec un peu de sucre résiduel. Le sucre résiduel contrebalance le côté salé du fromage. Et ça vient un peu reposer la bouche. Ça apporte un certain confort de bouche après le plat principal qui est salé. Le madère possède ces arômes de raisin sec, ce côté noix, comme un assortiment de mendiant qu'on mettrait sur le plateau de fromage pour accompagner. Et en plus, il y a ce côté un peu sirop de liège. On a une certaine onctuosité et il y a ce côté crème balsamique. Et le madère, même en medium sweet, c'est un vin qui pour moi ne me fatigue jamais. Je les appelle aussi des vins de méditation parce que c'est des vins qui se déclinent tout le long du repas, qui restent en bouche, qui a des amers, qui fait saliver, il y a cette salinité. Et sur le plateau de fromage, ce serait vraiment le terrain d'entente un peu sur tous les fromages. Et le dernier, cheesecake aux fruits rouges. Cheesecake, aux fruits rouges. Oui. C'est assez frais. Ok. Moi, je partirais sur un Pinot des Charentes rosé. J'aime bien parce que le colibri, par exemple, de Fanny Fougera, quand on travaille, elle travaille sur des merlots. Et le merlot, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a ce côté très fruit rouge, confituré. Il y a un peu de sucre résiduel, mais ça reste encore léger. Ça reste bien équilibré. Alors, je l'imagine très bien sur un cheesecake aux fruits rouges. Génial. Eh ben merci, je pense que les auditeurs, ils vont peut-être essayer de leur côté de varier à leur tour aussi en fonction des mets. Là ici, j'aimerais bien aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est la parité homme-femme dans chaque métier. Et donc, je voulais qu'on en parle un petit peu. Toi qui es sommelière, c'est un métier aussi, je suppose, assez ouvert, mais est-ce qu'il y a une certaine parité dans ton métier ? Dans les rencontres de dégustation qu'on a et dans les invitations, c'est sûr qu'il y a moins de sommelières autour de la table par rapport aux hommes. Je pense que c'est un métier où on a de plus en plus de femmes présentes. Et en plus, je suis désolée messieurs, mais on a un palais beaucoup plus sensible. Voilà. Maintenant, je vais argumenter ce que je viens de dire, la bombe que je viens de lâcher. Je pense que les femmes ont toujours cuisiné depuis le rôle de maman et elles ont toujours été un peu collées à la partie ménage. Donc, elles sont beaucoup plus sensibles aux arômes et au goût. Et donc, généralement, les dégustations sont beaucoup plus pertinentes par rapport à l'approche du vin. Et je trouve aussi que les
femmes, excusez-moi, mais communiquent beaucoup mieux que Mhm. les hommes. C'est sûr que quand on est entre femmes, hein, on aime papoter, etc. Mais je pense que ça aide beaucoup, surtout dans le métier, parce que la dégustation autour d'une table, c'est aussi Mhm. l'échange, le partage de la bouteille de vin, aussi l'échange de perceptions. Et le fait d'échanger des perceptions, de bien échanger, de bien communiquer, ah ben, ça nous aide aussi à nous améliorer. Euh, moi, je vais sentir la fraise des bois, et puis après, quelqu'un d'autre va dire, oui, mais c'est un côté quand même très fleuri. Un peu pétale de rose, un peu de violette, etc. Et puis après, je vais ouvrir mon esprit et je dis, ah oui, en effet, ok. Je trouve que, en effet, ce vin a aussi cette dimension-là. Merci, parce que c'est bien ancré, je ne l'aurais pas reconnu. Donc, Mhm. voilà, ça a construit ma bibliothèque olfactive d'échanger. Et le côté homme-femme, pour le moment, il y en a plus, en tout cas où je suis invitée. Mhm. Mais les femmes prennent leur place et sont vraiment bien, elles assurent. Mhm. Je pense qu'il ne faut pas chercher à avoir 50 sommelières, 50 Non, sommeliers. c'est sûr, Faut surtout avoir des gens qui aiment faire leur boulot c'est ça. et qui transmettent et qui sont passionnés. Parce que c'est un métier qui est difficile. On fait Mhm. des horaires qui sont difficiles, où on voit toujours le côté fête du métier, le service, etc. Mhm. Et c'est sûr que les gens sont là en ambiance de fête. Mais derrière tout ça, il y a toute une mise en place, toutes des recherches, toute une gestion de cave. Mhm. Il y a toute une réflexion et on fait beaucoup d'heures. Et chaque service, il faut quand même accrocher le sourire, repartir comme si on un baisser de rideau au Mhm. théâtre, se mettre à la place des gens qui sont là pour passer un bon moment. Et pour ça, pour avoir aller chercher cette énergie-là, il faut avoir des passionnés. Mhm. Et moi, je pense que hommes, femmes, tant que le métier est bien représenté et constitué de passionnés, c'est important. Moi, j'aime bien aller manger, être bien accueilli, que ce soit un homme ou une femme qui me conseille. C'est le plus important que, voilà, que la personne soit bien dans ses baskets et Mhm. véhicule cette passion et me dirige convenablement. Alors ici, j'aimerais bien parler des réseaux sociaux. Je tiens à préciser sur le podcast que j'ai eu beaucoup de mal à te contacter, Ah, vraiment. ah J'ai eu ouais, je suis beaucoup de nulle. mal à te contacter. Pardon. J'ai dû vraiment faire un mail à ton restaurant, carrément, pour Mhm. pouvoir avoir accès juste à ton contact. Donc je me suis directement dit, en écrivant l'épisode, que c'est peut-être plus compliqué. Je ne sais pas si tu es plus actif sur les réseaux sociaux ou pas du tout. Je suis pas du tout active sur les réseaux sociaux. J'ai fait une page Facebook. Voilà. Même ma page Facebook sert de deuxième page du restaurant, du comptoir de l'eau vive. Mhm. Donc, je me force à mettre des dégustations, Mhm. etc., mais rien de personnel. Bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de sommeliers, sommelières sur les réseaux sociaux qui font des vidéos pour vulgariser un peu le métier, pour le rendre plus accessible et plus facile, on va dire, au niveau ouais, de la vulgarisation, tout simplement, pour que les gens comprennent un peu plus le métier. Est-ce que tu as déjà vu, toi, ce genre de vidéo? Oui. Oui, et c'est très chouette parce que pour les gens qui veulent s'intéresser au métier, ah ben, oui, c'est super chouette parce que ça simplifie, ça désacralise un peu le vin, hein, parce que ce côté où on dit, c'est sûr, le vin, c'est une activité culturelle et gourmande, parce que quand on mange quelque chose, quand on boit un vin, on s'interroge sur la provenance, donc ça fait appel à la géographie, ça fait appel à un terroir, ça fait appel à un savoir-faire, Mhm. puis on associe à un plat, etc. Et il y a tout ce côté culturel, etc. Et donc on s'imagine que le vin, waouh, c'est des études, c'est un savoir-faire, etc. Alors que moi, je dis souvent aux gens qui me posent la question, moi, à mes amis, je dis c'est très simple. Pour pouvoir déguster, il faut simplement faire attention à ce que vous mangez au quotidien dans la bouche, Mhm. ce que vous mettez en bouche. Si on arrive à parler d'arômes, de textures, etc., de vin, comme on le voit à la télé, comme on l'entend à la radio, c'est parce que de manière quotidienne, moi, je fais attention. Je mange un poisson, je vais faire attention à la chair, à la texture, Mhm. au goût, même une carotte, même les chips, même boire de l'eau, etc. Je fais attention à tout ce que... Je décompose tout. C'est Mhm. une déformation professionnelle. Mais
le fait de faire des vidéos comme ça courtes, c'est cool. Mhm. Et les vignerons font de plus en plus des étiquettes qui sont sympas, avec des Ouais. noms de cuvées sympas, etc. Ah bah oui, moi j'ai une amie qui boit pas du tout de vin. Elle me dit, oh, j'ai acheté le vin parce que l'étiquette est belle, donc elle ouvre. Et oui, c'est bien d'ouvrir le monde du vin sur ça. Et les réseaux sociaux, merci, parce que ça simplifie et ça ouvre une porte Mhm. à tout le monde, parce que le monde du vin est accessible à tout le monde. Oui. C'est c'est une idée qu'on se fait. Et tu penses que justement les réseaux sociaux, ça a créé une influence sur la consommation du vin par rapport aux clients? Ah, pour certains, oui. Maintenant, je pense que le goût du vin vient aussi de l'éducation, du côté familial. Si on n'a pas l'habitude d'avoir eu des parents ou des grands-parents qui ouvrent une bouteille de vin et qui font attention à ce qu'on a dans le verre et qui le communiquent aux enfants, aux petits-enfants, etc. Parce que moi, ça a été comme ça dans ma famille. On m'a sensibilisé, on sensibilise aussi les petits-enfants. Moi, je le fais, voilà, parce que c'est plus fort que moi. Maintenant, il y a de plus en plus l'ouverture sur les bières, Oui, c'est vrai. sur d'autres alcools. On est très cocktail aussi pour le moment. Alors moi, je me suis branchée aussi au cocktail parce que pendant le Covid, j'en avais marre de voir ma cave diminuer Ah oui. et j'avais une armoire remplie d'alcool et je me suis dit, bah, l'apéro, maintenant, je Allez. vais créer. Et c'était super chouette de créer parce que on peut équilibrer les goûts, on Mhm. peut piloter le cocktail sur l'acidité, sur le sucre et donner la direction, le style qu'on veut. Et ça, c'est génial parce qu'on peut tout faire de A à Z et on peut recommencer tant de fois qu'on veut. Tandis qu'un vigneron, il n'a qu'une seule chance, une seule récolte, un millésime, et c'est plus compliqué. Mhm. Et chapeau, parce que le métier de vigneron, j'ai fait les études pour, mais je ne voudrais pas le faire parce que Mhm. c'est beaucoup de risques, d'enjeux, de jugement en Ouais. plus. Ouais, il y a un grand sommelier qui m'a toujours dit, quand tu parles du vin, fais-le comme si le vigneron était au-dessus de ton épaule. Mhm. C'est important, le respect du travail de toute une année pour, Ouais. voilà, pour parler d'un vin. Et je pense qu'il faudrait le faire pour tout. Et avec beaucoup de bienveillance. Oui, c'est important. Mhm. Parce que c'est toujours très facile de détruire, de critiquer. Surtout sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, Voilà. tout à fait. Derrière un écran, on se croit super-héros. Mhm. Et ça, si on m'écoute, s'il vous plaît. Hein, On il y t'écoute, a, t'inquiète. il y a toujours un travail, en tout cas, de fait avec le cœur. Mhm. Nous, on est une équipe qui est passionnée et qui se remet toujours en question. Et alors la critique, on l'accueille, oui, la manière de le dire, c'est très important. Et pourvu que cette critique soit constructive, parce qu'on n'est pas parfait. Mhm. Hein. Et alors là, on va terminer par un petit jeu encore, Ah, le dernier, ok. qui est aussi sympa. C'est le tu préfères. Ah. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Il y en a beaucoup de mes invités qui ont pris leurs aises et qui avaient les deux ou un petit joker. Donc tu as Ok. droit à un joker si tu veux. Voilà. Et alors, si tu veux argumenter pourquoi ce choix, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est super libre. Ok, Tu préfères un vin rouge ou un vin blanc? les deux. Le premier joker Tant est qu'il est sorti. bon. Alors, conseiller des clients débutants ou des expérimentés? Moi, j'ai plus de plaisir avec des débutants. Oui. Parce que c'est toujours chouette de créer ce moment, parce que les débutants ont un côté beaucoup plus spontané. Donc, c'est très chouette. Les expérimenter, ils ont déjà une idée du choix du vin, etc. Ils sont un peu plus fermés ou plus précis dans ce qu'ils veulent. Donc l'échange est généralement un peu plus fermé. Donc je préfère échanger avec un débutant. C'est toujours plus chouette. Travailler dans un étoilé ou dans un domaine viticole pittoresque? Que ce soit étoilé ou pas étoilé, je préfère travailler en restauration parce que je pense vraiment que ma place est là. J'adore manger, j'adore boire
J'adore faire des accords mets et vins. J'adore déguster de tout, goûter à tout, les vins du monde entier. Et travailler dans un domaine, ce serait avoir un côté plus fermé, Une entre guillemets. étiquette. Oui, et être attaché, et c'est moins de liberté, entre guillemets. Et moi, je pense que mon métier n'est pas de faire une vinification. J'ai adoré faire les vendanges, j'ai travaillé un peu dans les cuveries, etc. Mais je m'en sens pas capable du tout, parce qu'il faut prendre des décisions sur une récolte. C'est assez lourd. Et moi, mon plaisir, c'est vraiment d'être en contact avec les gens, d'être au service des gens. Bosser en équipe ou solo? Quand je travaillais à l'eau vive, j'étais en équipe, dans une équipe de salle, mais le métier de sommelier, on travaille quand même seul, entre guillemets. Et j'aimais bien travailler seul, parce qu'au moins, on sait tout calculer, tout contrôler. Ici, au comptoir, maintenant, j'ai la casquette de sommelière, et j'ai la casquette aussi de gérante du comptoir. Donc, je suis obligée, entre guillemets, de travailler avec l'équipe et donner une dynamique et d'organiser le travail. Donc là, j'ai appris beaucoup de choses en arrivant au comptoir, quelque chose que je ne savais pas faire, puisque j'ai toujours travaillé entre guillemets seule à mon poste, tout contrôlé de A à Z. Ici en équipe, ça m'apprend le côté un peu plus social, plus à l'écoute et de trouver des solutions et de coordonner tout ça pour arriver à un but final. Super. Et la dernière, j'ai voulu faire un peste ou choléra, on va dire. Est-ce que tu préférerais perdre le goût ou perdre l'odorat? Ah, ça, c'est le pire. J'ai voulu faire un truc en beauté pour la fin. J'avais pas envie de faire quelque chose dans l'émotion, je voulais vraiment te piquer, là. Alors, si je devais choisir, ce serait perdre le goût, à condition qu'on définisse bien le goût. Le goût se passe sur la langue, c'est sucré, salé, acide, amer. Et donc, ne plus avoir de saveur sucrée, acide, etc. Voilà, c'est quand même me couper une jambe, mais je préférerais garder le côté olfactif parce que ça m'a toujours bien guidée. Je pense que c'est instinctif, hein, le côté animal, c'est le flair, c'est le nez. Rien qu'aux arômes, on peut déjà deviner un peu la texture du vin, entre guillemets. Rien qu'aux arômes, on peut savoir si on va manger une viande pourrie ou un poisson pourri, etc. Alors, pour une question de survie, je préfère garder mon odorat. Voilà. Parfait, c'est déjà la fin de notre épisode. Je suis super contente d'avoir pu partager ça avec toi aujourd'hui, après un gros service. Donc, franchement, merci de m'avoir accueillie juste après, parce que vraiment, on a enchaîné directement. Oui, non, c'est avec plaisir. Je suis pas très habituée, j'espère que je n'ai pas fatiguée. Non, du tout, pas du tout. Franchement, tu as été parfaite. Voilà. Donc, merci beaucoup et j'espère que ça aura appris quand même pas mal de choses aux auditeurs et que ça vous passionnera peut-être et vous donnera peut-être envie peut-être de vous intéresser au vin et d'aller peut-être plus loin dans la formation. Donc, ce serait l'idéal. Et alors aussi de bien vous informer sur les réseaux sociaux et d'apprendre la vulgarisation du vin. Merci beaucoup chouette. En tout cas, Anouk. Bonne chance en tout cas pour le podcast et pour l'avenir. Merci, c'est très gentil. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram, TikTok et YouTube. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle dose de savoir. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!